Le jour de Noël, je suis rentré à la maison, et j'ai été horrifié de trouver ma grand-mère, repliée sur elle-même, seule dans une pièce noire comme le four, sans chauffage. Après l'avoir aidée à se rétablir, elle a serré étroitement ma main, et m'a dit, « Prends ceci, et aide-moi à les punir. » Le jour de Noël, je suis rentré chez moi, et j'ai été frappé de stupeur. Trouvant ma grand-mère, recroquevillée toute seule dans une pièce plongée dans le noir absolu, sans aucun chauffage. Son corps était glacé, et son souffle était très faible. Je m'appelle Sylvia Mercé, j'ai 29 ans, et je suis analyste financière. Je venais de faire 3 heures de route sur l'Interstate 25, depuis Santa Fe jusqu'à Albuquerque, pour surprendre ma famille, seulement pour entrer dans une maison glaciale, qui ressemblait à une tombe abandonnée. Prise de panique, je l'ai enveloppée dans une lourde couverture en laine, j'ai relancé la chaudière centrale, et je me suis précipité pour lui préparer une tasse de lait chaud. Après avoir fini de la boire, elle a lentement repris des forces, son corps tremblant se détendant enfin contre les oreillers. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et a fait une confession glaçante. Tes parents et ton jeune frère m'ont abandonné, pour pouvoir s'envoler vers l'Angleterre. Ils ont délibérément coupé le chauffage, prévoyant de vendre cette maison après leur retour, convaincus que je serais morte d'ici là. Dieu merci. Tu es arrivé à temps. Mon sang n'a fait qu'un tour. Avant même que je ne puisse assimiler ces paroles effrayantes. Elle a serré mes 2 mains très fort, ses yeux remplis de détermination et de désespoir, puis a chuchoté, « Aide-moi à leur donner une leçon, qu'ils n'oublieront jamais pour le reste de leur vie. » Si cette histoire vous captive, et que vous souhaitez voir comment la justice va s'appliquer, cliquez sur le bouton d'abonnement, et activez la cloche de notification, pour rejoindre notre communauté dès aujourd'hui. La chaleur rayonnante du radiateur a lentement rempli la chambre, mais le froid dans mon cœur n'a fait que s'intensifier, au fur et à mesure que ma grand-mère parlait. Ma grand-mère, Lilian Mercé, a fait un geste en direction de la petite table de chevet en acajou, située à côté de son lit, sa respiration étant encore un peu rauque, lorsqu'elle m'a incité à ouvrir le tiroir du bas. À l'intérieur, sous une pile de vieux journaux intimes reliés en cuir, reposait un lourd coffre-fort en acier. Elle a glissé sa hand dans la poche de son gilet, en a sorti une petite clé en laiton, et me l'a tendue, de ses doigts tremblants. Lorsque j'ai ouvert la boîte, j'ai trouvé l'acte de propriété original de la maison, ainsi que les relevés de taxes foncières, et un certificat de titre officiel. Grand-mère. Lilian a levé les yeux vers moi, avec une profonde tristesse dans le regard, et m'a expliqué que cette maison en adobe de 400 000 $, située à Albuquerque, lui appartenait entièrement, en pleine propriété exclusive. Mon grand-père avait acheté la propriété il y a plusieurs décennies, et avait transféré le titre exclusivement à son nom, avant de décéder, ce qui signifiait que ni mes parents, ni personne d'autre, ne possédait la moindre prétention légale sur cet acte. Grand-mère Lilian m'a serré le poignet très fort, sa voix se durcissant avec une clarté absolue, lorsqu'elle m'a raconté comment ma mère, Rita, et mon père, Joël, avaient passé des mois à essayer de la contraindre à signer un acte d'abandon de droit, pour leur transférer la maison. Lorsqu'elle a refusé de céder son seul bien, ils ont cessé de lui acheter ses courses de base, ont refusé de réparer sa plomberie cassée, et l'ont progressivement isolé du reste de la famille. Mon jeune frère, Lévi, un jeune homme de 24 ans qui n'avait jamais occupé un emploi stable de sa vie, se vantait ouvertement auprès des proches qu'il hériterait de la propriété d'ici le printemps. Grand-mère Lilian m'a révélé que, 3 jours avant Noël, mes parents et Lévi avaient préparé leurs bagages pour de longues vacances de 2 semaines à Londres, en coupant volontairement le disjoncteur principal du chauffage, juste avant de verrouiller la porte d'entrée derrière eux. Ils savaient que les températures glaciales de l'hiver désertique feraient le sale boulot à leur place, pendant qu'ils seraient confortablement installés à l'étranger, ce qui leur permettrait de rentrer à la maison, d'y faire une découverte tragique, et d'avoir le champ libre pour la liquidation du bien.
Assise sur le bord du matelas, j'ai senti une vague de fureur m'envahir, au moment où toute la réalité de leur méchanceté m'est apparue. Pour vérifier son récit effroyable, au-delà de tout doute possible, j'ai sorti mon téléphone portable, et j'ai passé un appel international à ma mère en Angleterre, en m'assurant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement de mon écran. Lorsque Rita a décroché après 6 sonneries, le fond sonore était rempli du bruit animé d'un grand magasin haut de gamme, situé dans le centre de Londres. J'ai gardé un ton neutre, et je lui ai demandé où elle avait laissé les clés de secours du système de chauffage, en mentionnant négligemment que je m'étais arrêté à Albuquerque, pour prendre des nouvelles de la famille. Ma mère n'a pas demandé comment j'allais, et n'a pas exprimé la moindre inquiétude pour le bien-être de sa propre mère. Au lieu de cela, elle a répondu par un soupir glacial et impatient, et m'a dit d'arrêter de fouiner dans des endroits où je n'avais rien à faire. Elle a affirmé froidement que grand-mère Lilian était vieille, obstinée, et probablement confortablement installée pour se reposer, me mettant en garde de ne pas toucher au thermostat de la maison. Avant de changer brusquement de sujet. Dans la foulée, j'ai entendu Lévi rire fort en arrière-plan, en criant sur ma mère pour qu'elle se dépêche de payer une paire de bottes en cuir de marque qu'il venait de choisir. Rita m'a rapidement dit qu'ils étaient extrêmement occupés à profiter de leurs vacances, m'ordonnant de quitter immédiatement la propriété, et de retourner à mon appartement de Santa Fe, sans causer d'ennui inutile. Lorsque la communication s'est coupée, le silence dans la chambre faiblement éclairé semblait étouffant, mais mes larmes s'étaient complètement asséchées. Tout sentiment de devoir filial, ou toute hésitation que j'avais pu entretenir envers ma famille, s'est envolé en un instant, remplacé par une détermination froide et inébranlable. J'ai regardé grand-mère Lilian, qui me observait en silence, des larmes faisant briller ses joues fragiles, et je lui ai promis que je gérerais tout de manière légale, méthodique, et sans la moindre pitié. Elle a placé l'acte de propriété directement entre mes mains, me donnant sa bénédiction complète pour exécuter ses volontés, et vendre la propriété dans leur dos, avant même que leur vol ne se pose à son retour au Nouveau-Mexique. À 8 heures le lendemain matin, je me suis rendu au bureau du centre-ville d'Albuquerque de mon avocat spécialisé en droit immobilier, Gavin Thorne. La lumière du soleil traversait les hautes baies vitrées, alors que je m'asseyais en face de son lourd bureau en chêne, en posant les documents originaux de l'acte de propriété, ainsi que les rapports d'évaluation médicale directement sur sa table. Gavin Thorne a mis ses lunettes de lecture, et a examiné méthodiquement chaque page, à la recherche de toute charge potentielle ou de tout vice de titre, qui aurait pu nous ralentir. Après 20 minutes d'un examen silencieux, il a levé les yeux avec une expression rassurée, et a confirmé que grand-mère Lilian possédait la propriété exclusive et absolue de ce bien de 400 000 $. Il a clairement déclaré que, puisqu'aucun autre membre de la famille n'apparaissait sur le registre foncier, ma grand-mère possédait le droit absolu de vendre, de transférer, ou de liquider ce bien, sans demander la permission à quiconque. Comprenant l'urgence extrême de notre situation, et le court délai avant le retour de ma famille de Londres, Gavin a immédiatement décroché son téléphone pour faire jouer son réseau professionnel local. Il a contacté une société privée d'investissement immobilier réputée au Nouveau-Mexique, spécialisée dans l'achat de propriétés résidentielles en l'état, et au comptant. En l'espace de 3 heures, un représentant senior de la société nous a rejoints à la maison, a parcouru les pièces pour inspecter la structure, et a présenté une offre ferme, entièrement en liquidité, de 395 000 $. Pour accélérer la transaction avant la fin de la période des fêtes, les deux parties ont convenu de renoncer à la période d'inspection standard, et d'accélérer la clôture du transfert de titres, par l'intermédiaire d'une société de titres locale de confiance, afin de bâtir un bouclier juridique inébranlable contre de futures poursuites ou des accusations de maltraitance sur personnes âgées venant de ma famille. Gavin a pris d'incroyables précautions durant la procédure de clôture. Il a organisé l'intervention d'un psychiatre expert indépendant, agréé, pour mener une évaluation complète des capacités mentales de ma grand-mère,
directement dans le salon. De plus, une travailleuse sociale officielle des services de protection des adultes a été sollicitée pour observer l'ensemble de la procédure et enregistrer une déposition officielle. Sous le balayage d'un enregistrement vidéo en haute définition, le psychiatre a posé à grand-mère Lilian une série de questions cognitives rigoureuses concernant le temps, l'espace, ses finances personnelles et ses relations familiales. Ma grand-mère a répondu à chaque question avec une clarté totale et une intention d'une netteté incontestable, articulant explicitement qu'elle agissait entièrement de sa propre volonté et exprimant son désir ferme de vendre sa maison pour se protéger de tout abandon futur. La travailleuse sociale a documenté ces conditions de vie effroyables de la nuit de Noël, en notant le système de chauffage éteint comme preuve d'une négligence caractérisée de la part de ses cohabitants. Avec l'évaluation psychiatrique certifiée et le rapport des services de protection dûment étayé, le risque juridique de toute contestation future concernant une influence indue était totalement neutralisé. Gavin a ensuite produit les documents juridiques pour créer un nouvel outil financier, conçu spécifiquement pour sécuriser les années restant à ma grand-mère et préserver notre patrimoine familial. Il a rédigé un accord de trust irrévocable complet, me désignant comme seule administratrice et établissant mes descendants futurs comme principaux bénéficiaires. La structure du trust était conçue de telle sorte que ni mes parents, ni mon frère, ne pourraient jamais accéder, contester ou réclamer le moindre centime de ses actifs, en vertu de quelque loi d'État ou fédérale que ce soit. Enfin, d'après-midi, grand-mère Lilian a signé les actes de vente définitifs aux côtés des documents du trust, sa main étant remarquablement stable lorsqu'elle a posé l'encre sur le papier. La société d'investissement a immédiatement viré le montant total de l'achat, soit 395 000 $, directement sur le compte bancaire institutionnel nouvellement créé pour le trust. La société de titres a enregistré le nouvel acte de propriété auprès du greffe du comté, peu avant la fermeture des bureaux pour le week-end férié, transférant officiellement la propriété de la maison aux acheteurs professionnels. La transaction immobilière étant légalement finalisée, et les fonds mis en sécurité. Au sein du trust, j'ai aidé grand-mère Lilian à emballer ses objets personnels les plus chers, ses bijoux anciens, et ses albums photos, dans le coffre de mon SUV. J'ai vérifié à 2 reprises que la maison était bien fermée à clé, selon les nouveaux protocoles des propriétaires, avant de sortir de l'allée. Alors que nous roulions vers le nord sur l'Interstate 25, en direction de mon domicile à Santa Fe, le soleil couchant projetait de longues ombres orangées sur l'autoroute du désert. Ma grand-mère s'est appuyée contre l'appui-tête, fermant les yeux avec un profond sentiment de soulagement, qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, pleinement consciente que le piège était désormais parfaitement tendu pour ma famille, lorsqu'elle rentrerait de ses vacances luxueuses. Exactement 2 semaines plus tard, un vent glacial balayait le porche d'entrée. Lorsqu'un taxi venant de l'aéroport, transportant ma famille, s'est engagé dans l'allée. Maman, papa, et Lévi sont descendus sur le gravier gelé, en riant au éclat, tout en déchargeant 5 énormes valises rigides, remplies de vêtements de luxe, et de paquets souvenirs de leurs extravagantes vacances à Londres. Après avoir dépensé plus de 20 000 $ dans des boutiques de luxe britanniques, ils se sont avancés dans la cour avec une confiance absolue, s'attendant totalement à entrer, à nettoyer les lieux, et à lancer la procédure officielle de mise en vente. Lévi a sorti son trousseau de clés en laiton, avec un sourire arrogant, a enfoncé sa clé dans le pêne dormant de la porte d'entrée. Et a tenté de tourner le mécanisme, seulement pour constater que la clé tournait inutilement dans le vide, sans libérer le verrou. Maman s'est avancée avec impatience, arrachant les clés des mains de Lévi, tout en marmonnant des plaintes sur l'air glacial de la nuit. Mais ses tentatives répétées pour déverrouiller la lourde porte en bois se sont révélées tout aussi vaines. Avant que papa ne puisse suggérer de forcer une fenêtre du rez-de-chaussée, les projecteurs extérieurs se sont allumés d'un coup, éclairant 2 agents de sécurité en uniforme,
qui sortait d'un véhicule de patrouille privé, garé à proximité. L'agent de sécurité principal est monté sur le porche, montrant une notice légale officielle, tamponnée par les autorités municipales d'Albuquerque, et a calmement informé ma famille interloquée que la propriété avait été légalement vendue à une société holding immobilière privée. 2 semaines plus tôt, il a ajouté fermement que l'ensemble de la résidence était désormais une propriété privée d'entreprise. Toutes les serrures extérieures avaient été changées, et toute tentative non autorisée de pénétration entraînerait une arrestation immédiate pour violation de domicile. La panique a éclaté dans l'allée, alors que la sombre réalité volait en éclats leur stupide et grand projet. Maman a complètement perdu son sang-froid, hurlant de façon hystérique sur les agents de sécurité, tout en frappant de ses poings contre la porte en bois massif, jusqu'à ce que ses articulations deviennent toutes rouges. Lorsque les gardes ont prévenu que la police locale avait déjà été envoyée sur place, papa a attrapé Lévi, et a traîné ma mère hystérique vers le taxi qui tournait au ralenti. Quelques minutes après leur fuite de la rue résidentielle, mon téléphone portable a commencé à vibrer frénétiquement sur le comptoir de ma cuisine à Santa Fe, affichant 12 appels manqués, et un barrage de messages délirants, remplis d'insultes et de menaces juridiques de la part de ma mère. Elle hurlait dans ma boîte vocale, m'accusant d'avoir orchestré une conspiration illégale, exigeant de savoir où sa mère était cachée, et menaçant de faire intervenir les forces de l'ordre pour me mettre derrière les barreaux. J'ai laissé le téléphone sonner sans répondre, pendant les heures tardives de la nuit, en conservant un calme émotionnel total, tout en consultant les registres juridiques envoyés par Gavin Thorne. Le lendemain après-midi, j'ai envoyé un seul message concis à ma mère, acceptant de les rencontrer dans un café neutre du centre-ville, à condition que papa et Lévi soient présents, sans créer de troubles publics. Lorsque je suis entré dans le café brillamment éclairé, j'ai trouvé mes parents et Lévi assis dans un box d'angle, l'air complètement débraillé, épuisé, et visiblement secoué d'avoir passé la nuit dans un motel bon marché au bord de la route. Au moment où je me suis assise en face d'eux, maman s'est penchée au-dessus d'eux. La table en bois, les yeux injectés de sang, en plaquant sa paume avec force. Tout en exigeant des explications immédiates sur les portes verrouillées. L'absence de titre de propriété. Elle a prétendu avec venin que j'avais volé leur héritage pendant qu'ils étaient à l'étranger, hurlant que grand-mère Lilian était une vieille femme incapable, qui n'avait aucune autorité légale pour modifier les dispositions immobilières, sans le consentement de la famille. Je suis resté totalement détendu, buvant une lente gorgée de mon thé chaud, avant de regarder directement dans les yeux furieux de ma mère. Je leur ai calmement annoncé que grand-mère Lilian se reposait actuellement, très confortablement, dans une résidence privée spacieuse et entièrement chauffée à Santa Fe, sous mes soins directs, totalement libérée de la froide négligence à laquelle il l'avait soumise la nuit de Noël. J'ai sorti une nouvelle pile de reçus de transfert foncier notariés, ainsi que les actes enregistrés auprès du greffe du comté. En faisant glisser les papiers à travers la table, pour que papa puisse examiner le sceau officiel, j'ai expliqué d'une voix claire et mesurée que la propriété d'Albuquerque avait été vendue en toute légalité à un acheteur institutionnel payant au comptant. Ce qui signifiait que le titre avait été définitivement retiré de notre lignée familiale, pour toujours. Alors que papa fixait les signatures légales avec un incrédule total, et que Lévi s'effondrait sur son siège, le visage blême, j'ai vu la rage ardente dans les yeux de ma mère se dissoudre en un choc pur et écrasant. Moins de 48 heures. Après cette confrontation tendue, des notifications légales officielles sont arrivées dans ma boîte aux lettres. Maman, papa et Lévi avaient officiellement déposé une plainte civile urgente auprès du tribunal de district du comté de Bernalillo contre moi, exigeant une injonction immédiate pour annuler la transaction immobilière. La plainte déposée m'accusait d'escroquerie, d'exploitation financière d'une personne âgée, et de détournement illégal de propriété, affirmant que j'avais profité malicieusement d'un membre vulnérable de la famille, pour mon enrichissement personnel.
par l'intermédiaire de leur nouvel avocat en litige. Richard Vance, qui avait une réputation notoire dans la ville pour accepter des affaires d'honoraires de résultats très agressives, ma famille a demandé au juge de geler tous les fonds générés par la vente et de forcer la société d'investissement à leur rétrocéder la résidence. Dans la plainte initiale transmise à mon avocat, Richard Vance a soumis des déclarations sous serment, signées par mes parents, détaillant des inventions pures et de pure fausseté malveillante. Ils ont menti éhontément sous serment, en affirmant que grand-mère Lilian souffrait de troubles cognitifs sévères, et d'une démence avancée, ce qui l'aurait rendu incapable de comprendre les transactions juridiques. La plainte affirmait que je m'étais introduite en douce à Albuquerque, pendant qu'ils étaient à l'étranger, que j'avais isolé ma grand-mère de ses tuteurs légaux, et que je l'avais contrainte à céder sa résidence de toujours, sous la contrainte. Richard Vance a soutenu devant le comité préliminaire du tribunal que mes actes représentaient un cas d'école de manipulation de mauvaise foi, affirmant que l'ensemble du transfert de propriété devait être déclaré nulé non avenu, en vertu des lois de protection des personnes âgées de l'État. En parallèle, Lévy a lancé une campagne de diffamation agressive sur les réseaux sociaux et les groupes familiaux pour détruire ma réputation personnelle et professionnelle. Il a publié des photographies trompeuses de la porte d'entrée verrouillée, écrivant des récits sensationnalistes qui me peignaient comme une voleuse au cœur de pierre, ayant trahi ses propres proches pour de l'argent. Des membres de la famille élargie, totalement ignorants de la situation réelle, ont commencé à m'envoyer des messages toxiques, me traitant d'irrespectueuse, et me demandant instamment de rendre la propriété à mes parents. Lévy est même allé jusqu'à taguer mon employeur dans ses publications en ligne, essayant d'orchestrer un boycott public, pour me faire licencier de mon poste d'analyste financière. Malgré l'intense indignation publique, et l'attaque juridique hostile, Gavin Thorne et moi sommes restés parfaitement calmes, et impassibles face à leur manœuvre désespérée. Gavin a analysé minutieusement la requête des demandeurs, en soulignant que Richard Vance avait construit toute son argumentation sur des fabulations émotionnelles, plutôt que sur des preuves documentaires vérifiables. Nous avons planifié une réunion stratégique d'urgence à son bureau, afin d'organiser nos pièces justificatives en un dossier inattaquable. Avant l'audience préliminaire, Gavin a rassemblé méthodiquement le certificat officiel d'évaluation psychiatrique, les notes détaillées enregistrées par les services de protection des adultes, et la déclaration sous serment signée par l'équipe d'acquisition de la société privée d'investissement. Plus important encore, nous avons visionné l'enregistrement vidéo en haute définition, réalisé lors de la séance de clôture, qui montrait clairement grand-mère Lilian témoigner de son bon sens, et de son choix délibéré de vendre la maison, pour échapper à leur mauvais traitement. La vidéo fournissait une preuve irréfutable que mes parents l'avaient délibérément abandonnée dans une maison glaciale la veille de Noël, démentant totalement leurs fausses affirmations de tutelle et de dévouement. Gavin a déposé une requête aux fins de rejet complète, accompagnée d'une demande reconventionnelle pour procédure abusive, en joignant les preuves enregistrées comme pièce principale, pour s'assurer que le juge président voit la vérité absolue, avant même le début du procès. À mesure que la date du procès approchait, je m'assurais que grand-mère Lilian se sente en totale sécurité, et très à l'aise dans ma maison de Santa Fe, bien loin du bruit juridique et du drame public créé par ma famille. Elle passait ses journées à se reposer dans un salon baigné de soleil, soigné par des professionnels de santé bienveillants, tandis que je gérais toutes les communications par l'intermédiaire de mon conseil juridique. Sachant que nous détenions des preuves irréfutables qui exposeraient pleinement la cruauté de ma famille sous serment, nous avons attendu calmement notre jour d'audience, prêt à porter un coup juridique définitif, qui mettrait fin à leur avidité, une bonne fois pour toutes. À 9 h, le mardi matin, les néons de la salle d'audience du comté bourdonnaient doucement, alors que la juge présidente, l'honorable Patricia Martinez, s'avançait vers le banc. L'atmosphère à l'intérieur de la salle était lourde de tension,
tandis que ma famille était assise à la table des demandeurs. Aux côtés de Richard Vance, portant des costumes élégants, pour tenter de projeter une image de préoccupation respectable. En ouvrant les débats, Richard Vance a prononcé une déclaration passionnée, mais entièrement fabriquée, tentant follement de me faire passer pour une opportuniste intrigante, ayant profité du déclin mental d'une femme âgée. Il a soutenu théâtralement que le tribunal devait annuler la vente immobilière, invalider les actes institutionnels, et restituer les droits exclusifs de possession à mes parents, pour remédier à ce qu'il a qualifié de cas monstrueux d'exploitation de personnes âgées. Lorsque Richard Vance a enfin conclu son discours théâtral, Gavin Thorne s'est levé calmement de notre table, pour présenter nos pièces de défense au tribunal. Gavin n'a pas perdu de temps en rhétorique inutile, projetant au contraire l'enregistrement vidéo haute définition capturé lors de la vente, directement sur les écrans de la salle d'audience. Toute la salle d'audience a regardé dans un silence de mort, tandis que grand-mère Lilian s'exprimait à l'écran avec une clarté remarquable, affirmant explicitement sa pleine capacité mentale, et expliquant sa décision ferme de vendre sa maison en adobe, pour échapper à une négligence systématique. Gavin a ensuite soumis les dossiers médicaux officiels du passage aux urgences la veille de Noël, qui documentaient clairement sa température corporelle dangereusement basse, causée par l'arrêt du chauffage, ainsi que le rapport officiel établi par les services de protection des adultes. Alors que ces preuves accablantes défilaient sur les écrans, l'arrogance initiale sur le visage de mes parents s'est complètement dissipée, laissant place à une terreur pure. La juge Martinez les fixait depuis son banc, avec une indignation grandissante, son expression s'assombrissant d'un dégoût profond, à mesure que le rapport médical confirmait que ma famille avait délibérément laissé une femme âgée sans chauffage, par un froid hivernal glacial. La juge a coupé la parole à Richard Vance au milieu d'une phrase, lorsqu'il a tenté de présenter une réplique insignifiante, le réprimandant sévèrement pour avoir apporté de telles inventions scandaleuses devant un tribunal, sans même avoir vérifié les faits médicaux de base. Elle a déclaré que les preuves démontraient, sans l'ombre d'un doute, que ma famille s'était rendue coupable d'un abandon volontaire, et d'une négligence cruelle, tout cela pour poursuivre ses propres intérêts financiers égoïstes. La juge Martinez a frappé son marteau sur le bloc de bois, rejetant officiellement la plainte des demandeurs avec préjudice, ce qui leur interdisait définitivement de porter à nouveau ces accusations non fondées devant un tribunal. Elle a explicitement rendu une décision déclarant que la vente immobilière exécutée par grand-mère Lilian était totalement légale, valide, et inattaquable au regard de la loi de l'État, confirmant que les sommes détenues au sein du trust irrévocable relevaient exclusivement de mon unique contrôle administratif. La juge a également souligné que mes actes avaient été totalement héroïques et protecteurs, garantissant qu'une personne âgée en danger bénéficie d'un abri immédiat, de soins médicaux, et d'une sécurité financière, loin de parents maltraitants, afin de punir ma famille pour avoir abusé du système judiciaire. Avec une poursuite frivole, la juge Martinez a rendu une ordonnance immédiate de sanction à l'encontre de maman, papa, et Lévi, conformément aux règles du tribunal. Elle a ordonné aux demandeurs de rembourser le moindre dollar de mes frais de défense juridique, ainsi que l'ensemble des frais de justice accumulés, et des surcharges administratives de dépôt, pour un montant total dépassant les 45 000 $. Lévi a poussé un hoquet de surprise, lorsque la réalité financière l'a frappé, réalisant que sa quête imprudente d'héritage se soldait par une dette personnelle dévastatrice, plutôt que par un gain facile. Maman a fondé en sanglots silencieux à la table des demandeurs, cachant son visage dans ses mains, tandis que papa fixait le sol en acajou ciré. Le regard vide, complètement anéanti. Une fois le décret officiel du tribunal tamponné et signé par le banc, Gavin Thorne a rassemblé nos dossiers juridiques, tout en me faisant un discret signe de victoire. Je me suis tenu droit à côté de mon avocat, regardant au-delà d'eux. Ma mère en larmes, et de mon père silencieux, sans ressentir la moindre parcelle
de remords ou de pitié pour leur ruine auto-infligée. La justice avait triomphé. À 100% aux yeux de la loi, protégeant définitivement la dignité de grand-mère Lilian, et laissant ma famille faire face aux conséquences écrasantes de son propre avidité insatiable. 3 semaines après le jugement définitif du tribunal, les dominos financiers ont commencé à s'effondrer exactement comme prévu. Le fardeau écrasant de la condamnation aux frais de justice, combiné aux dettes de cartes de crédit exorbitantes, accumulées lors de leur folle virée shopping au Royaume-Uni, a totalement anéanti les dernières réserves financières de ma famille. Sans qu'aucun paiement immobilier de plusieurs centaines de milliers de dollars ne vienne les sauver. Leur fragile château de cartes financier s'est complètement effondré sous le poids des intérêts accumulés et des décisions de justice. L'ordonnance du tribunal a permis à mon conseil juridique de lancer des procédures de saisie-attribution agressive sur leurs comptes bancaires principaux, gelant leur liquidité pour payer le solde de la condamnation. Leurs scores de crédit ont chuté dans une zone catastrophique du jour au lendemain, déclenchant des clauses de déchéance du terme sur leurs prêts personnels et leurs contrats de financement automobile. En quelques jours, des agents de saisie sont arrivés à leur résidence temporaire pour emmener les 2 véhicules familiaux, les laissant sur place, sans le moindre moyen de transport. Incapables d'obtenir un renouvellement de bail, ou de passer les vérifications de crédit standard, mes parents et Lévi ont été expulsés de leur quartier résidentiel. Contraints d'emballer leurs biens. Restant dans des cartons bon marché, ils n'ont eu d'autre choix que de déménager dans un 3 pièces délabré et exigu, situé dans un quartier défavorisé de la banlieue d'Albuquerque. Pendant ce temps, à 3 heures de là, à Santa Fe, ma spacieuse maison avec vue sur les montagnes offrait un sanctuaire paisible, où grand-mère Lilian pouvait enfin guérir et s'épanouir. Loin du harcèlement émotionnel constant, et de la cupidité toxique de son ancien foyer, sa santé s'est améliorée de manière remarquable, sous les soins dévoués d'un médecin privé local, et d'un kinésithérapeute personnel. Elle passait ses après-midi paisibles à s'occuper d'un jardin fleuri sur mon patio ensoleillé, entouré d'une vraie chaleur humaine, de respect, et de soins inconditionnels. Ses yeux ont retrouvé une vitalité éclatante, absente depuis des décennies, lui permettant de profiter pleinement de ses belles années, avec une indépendance financière totale, garantie par le trust irrévocable. Un après-midi de pluie, l'écran de mon téléphone s'est allumé avec un numéro local inconnu, affichant un appel entrant frénétique de maman et Lévi. Lorsque j'ai décroché, la voix de ma mère était à peine reconnaissable, étranglée par des larmes désespérées, alors qu'elle me suppliait de lui apporter une aide financière pour payer leur loyer en retard, et leurs factures d'électricité impayées. Lévi a pris le téléphone ensuite, sa voix déraillant d'embarras, alors qu'il me suppliait de débloquer une petite partie de l'argent du trust, pour lui éviter la faillite personnelle. J'ai écouté en silence, tenant fermement le téléphone, tout en regardant par la fenêtre grand-mère Lilian, qui buvait joyeusement son thé dans le salon. Je leur ai calmement rappelé leur décision sans cœur de couper le chauffage, et d'abandonner une femme âgée dans des conditions glaciales la nuit de Noël. Simplement pour mettre la main sur un acte de propriété. J'ai clairement déclaré que leurs souffrances financières actuelles ne relevaient pas d'un coup du sort, mais étaient la conséquence directe, juridique et morale, de leur propre cruauté, et de leur cupidité démesurée. Avant qu'ils ne puissent trouver d'autres excuses, je leur ai dit de ne plus jamais nous contacter, j'ai raccroché, et j'ai bloqué définitivement leur numéro sur toutes les plateformes de communication. En coupant tous les liens restants avec ces proches toxiques, j'ai fermé un chapitre douloureux fait de maltraitance, et j'ai ouvert la voie à un avenir placé sous le signe de la paix, et de la liberté émotionnelle. La justice a été pleinement rendue grâce à la force de la loi, prouvant que la vérité et l'affection sincère l'emporteront toujours sur la tromperie malveillante. Merci infiniment à tous nos auditeurs, qui sont restés avec nous jusqu'à la toute fin de ce récit. Cette histoire nous rappelle que la vraie famille se construit sur l'amour, le respect,
et la protection, plutôt que sur les liens du sang ou l'avidité matérielle. Face à la cruauté, se lever pour la justice, et protéger ceux que l'on aime, est toujours la meilleure voie à suivre. Que pensez-vous de la manière dont Sylvia a protégé sa grand-mère, et géré sa famille? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.